Bonsoir. La pandémie du coronavirus continue de faire l'actualité dans le monde comme au Togo. Les mesures barrières se multiplient pour contrer la maladie. Il y a 8 jours que le couvre-feu est rentré en vigueur à Lomé et étendu à d'autres villes cette semaine. D'autres mesures sont également en cours d'exécution. Quant aux professionnels de la santé et même la population, la vigilance est de rigueur. Ce soir, nous faisons, comme toujours, le point de toutes ces mesures mises en place et surtout rappeler à toutes et à tous l'importance du respect scrupuleux de ces mesures. Et pour en parler ce soir, nous avons autour de cette table ou sur ce plateau le ministre du Commerce, de l'Industrie, du Développement du secteur privé et de la promotion de la consommation locale, M. Kodjo Adedji. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Nous avons le coordonnateur national Covid-19, le médecin-colonel Marma Djibril. Donc, colonel, bonsoir. Bonsoir. Nous avons également le président du COMUL-19, entendez, commission ad hoc de riposte au Covid-19 de l'Université de Lomé, en la personne du professeur Kwame Kokou. Professeur Kokou, bonsoir. Bonsoir, Anita. Et nous avons également avec nous sur ce plateau professeur Ameyo Dorkenou Agbekou. Elle est biologiste, chef division des laboratoires. Professeur Dorkenou, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, chers invités, nous sommes encore de retour sur ce plateau ce vendredi pour découvrir encore, disons, l'évolution de la situation par rapport au Covid-19 dans notre pays. Professeur Djibril, vous allez faire l'exercice de presque tous les vendredis maintenant, nous faire un peu le point de la situation de la maladie dans notre pays à ce jour de vendredi. Merci, madame. Comme je l'annonce toujours, l'évolution est dynamique. À ce jour, nous avons 76 cas de malades et 25 cas guéris. Toujours, nous avons 3 décès. Tous ces cas qui sont actuellement malades sont suivis dans le centre de traitement, que ce soit à Lomé ici ou à l'intérieur. Le plus important, c'est de chercher les cas contacts. Et ces cas contacts, on les recherche et on les suit. Puis, à la fin de leur suivi, on fait le prélèvement final pour qu'ils puissent être un peu libérés. Mais ils peuvent se réinfecter. Ce chiffre de 76 cas a été augmenté par le cas que vous savez, les cas de Sokodé. À Sokodé, il y avait un seul cas. Ce cas est guéri. Mais il y a eu un autre cas dans un endroit où il y avait d'autres personnes qui étaient. Et dans cet endroit, nous avons eu, la fois dernière, 10 cas en plus. Donc ça fait 11 cas au même endroit. Pour ces 11 cas, c'est dans un village à 18 km à l'ouest de Sokodé. Le chef de l'État a dépêché rapidement une équipe médicale avec une équipe de génie sanitaire pour créer à cet endroit un village hôpital. Hier, ils étaient partis à Sokodé. Ils ont commencé par créer le village hôpital. Mais ceux qui sont des cas positifs ont été ramenés à Lomé. Et nous préparons cet endroit pour faire un hôpital, un village hôpital, et tester tout ce monde-là. Parce que ça risque d'être une poudrière pour toute la ville de Sokodé. C'est pour cela que j'appelle toute la population de Sokodé à croire à l'existence de la maladie et à faire attention, parce que avec cette poudrière, ça peut décimer toute la ville. Et il y a des gens qui ne croient pas à la maladie. C'est l'occasion de leur dire, attention, je suis moi-même de Sokodé. Et je ne veux pas que cette ville soit détruite. Il faut que tout le monde respecte les mesures barrières pour éviter l'explosion ou la destruction de la population dans ce milieu. Voilà un peu ce que je veux dire pour le moment. D'accord. Merci, mon colonel. Professeur Dorkenou, vous êtes biologiste, chef division des laboratoires. Dites-nous, est-ce qu'avec cette situation du Covid qui sévit depuis plusieurs semaines déjà,
vous avez plus de travail. Cela va de soi parce qu'avant qu'on ne déclare un cas confirmé, c'est la biologie qui apporte la preuve. Et donc, vous comprenez que nous avons souvent beaucoup de cas suspects ou d'alerte. Et donc, on va investiguer, on prélève ce nombre-là, on prélève tous ceux qui sont considérés comme cas suspects ou alertes, ou parfois cas probables parce qu'ils présentent des signes, et nous venons maintenant techniquer au laboratoire avant de confirmer. Donc, les 76 cas, il faut savoir que derrière, nous avons eu à prélever beaucoup plus, autour de 1600 personnes avant de pouvoir avoir les 76 cas. Donc, nous avons énormément de cas et c'est pour ça d'ailleurs que l'autorité œuvre pour que nous puissions dupliquer les sites de confirmation des cas, puisque jusqu'à aujourd'hui, ce n'est que le laboratoire de référence de l'Institut national d'hygiène qui a la capacité et les compétences pour le faire. Mais nous avons d'autres plateformes sur l'étendue du territoire qu'on peut mutualiser pour qu'ils puissent être aptes à faire le diagnostic, à confirmer les cas. Et c'est dans cette logique-là que nous évoluons. Il y a aussi une autre approche qui est le laboratoire mobile pour que nous puissions, là où on peut rapprocher un peu ce laboratoire de la population pour que rapidement nous sachions quels sont les cas que nous avons et pouvoir les sortir de leur milieu et éviter qu'il y ait d'autres contacts et qu'on ne puisse pas maîtriser les cas. D'accord, merci beaucoup. Oui, colonel. Excusez-moi, pour ajouter, actuellement, à l'intérieur, comme elle a dit, nous sommes en train de mutualiser les laboratoires de l'intérieur. Et actuellement, à Kara, il y a l'ancien centre donc au Cercode qui a été réhabilité pour faire le laboratoire. Avec les équipements, ils vont commencer bientôt afin de mutualiser vers l'intérieur le laboratoire. D'accord. Alors, monsieur, colonel, je reste avec vous. On a compris, vendredi dernier, on était sur ce même plateau, on a vu l'évolution de la courbe, on va dire. Aujourd'hui, on arrive à 76 cas. On note comme une sorte de cas positifs, une sorte de courbe ascendante. Et au jour le jour, on a plus de cas positifs. Alors, qu'est-ce qui explique cela, en fait? En fait, ça, c'est attendu qu'il doit y avoir plus de cas positifs. Quand il y a un cas, il peut y avoir plus de 10, 20, 30, 40 cas contacts. Et ces cas contacts, parmi ces 40 cas contacts, on les suit, on s'en rend compte que peut-être que sur les 40, il y a 5, 6, 7, 10 qui sont positifs. Forcément, tant qu'il y a des cas contacts, le chiffre doit continuer par augmenter jusqu'à arriver à sa stabilisation. C'est pour ça qu'on demande le confinement. Quand il y a un cas positif, il ne faut pas qu'il contamine les autres. Quand il y a des cas contacts, il faut qu'il reste confiné pour éviter la recontamination des autres. Donc un cas positif qui entraîne un cas contact, ce cas contact va entraîner d'autres cas contacts. Vous voyez que ça se multiplie de façon exponentielle. C'est pour ça l'intérêt du confinement pour éviter d'augmenter ces cas contacts, donc d'éviter les cas positifs. D'accord. Monsieur le ministre, nous avons écouté les professionnels de la santé parler tout à l'heure. Déjà, vous, en tant que, disons, citoyen togolais, comment vous vivez cette situation depuis plusieurs semaines? Merci. Je crois que la maladie, comme venait de le préciser le professeur Dibril, la maladie, elle est là. Il faudrait qu'on s'en rende compte qu'elle est là et qu'elle fait son chemin. La pandémie progresse. Et donc, au plan gouvernemental, vous avez pu l'imaginer, toutes les équipes qui sont mises en place sous le leadership du président de la République sont à pied d'œuvre et travaillent au quotidien. Je dirais que point de repos pour nous tous, pour le gouvernement, aussi bien pour la population qui doit mettre en œuvre les mesures barrières édictées pour éviter d'être contaminé. Nous l'avons toujours dit, il vaut mieux se plier aux mesures barrières édictées par le gouvernement et éviter la maladie que de se retrouver à l'hôpital. Parce qu'à l'hôpital, il n'y a que deux sorties. Ou vous en sortez guéri, ou vous passez de l'autre côté. Et le plus grand souhait du gouvernement est que sa population puisse être en bonne santé.
et donc que son économie aussi se porte bien par ricochet. Voilà. Et ça, c'est le ministre du Commerce qui le dit. Monsieur le ministre, on a donc compris, point de repos pour les membres du gouvernement depuis plusieurs semaines. On vous écoute, on écoute vos collègues ministres, tous les médias à parler de ces mesures prises par le chef de l'État. Alors, où en est-on avec la mise en œuvre de ces mesures, justement, prises par le chef de l'État? Bon, disons que de plus en plus, il y a une prise de conscience, mais nous devons aller plus en avant dans cette prise de conscience, notamment le respect de la distanciation sociale. Il faut tout naturellement que ça rentre dans le comportement de tous, se laver régulièrement les mains au savon, éviter de se serrer les mains, les accolades, etc. Vous ne devez pas, lorsqu'il y a un regroupement nécessaire, dépasser 15 personnes. Il faudrait que ces mesures-là, qu'on continue de les mettre en œuvre. Malheureusement, nous constatons sur le terrain que certains de nos compatriotes ne se soucient pas, ne veulent pas mettre en œuvre ces mesures qui sont toutes simples et qui sont de nature à nous empêcher d'aller au pire, d'avoir le Covid-19. Voilà donc à peu près le challenge que nous avons sur le terrain. Et bien entendu, lorsqu'il y a des restrictions, derrière cela, il y a un impact. Et je voudrais préciser par rapport au message du président de la République à l'endroit de la population que depuis quelques jours, nous joignons, comme il a l'habitude de le faire, aux paroles, les actes en matière d'accompagnement de nos populations par rapport aux impacts qui sont déjà visibles. D'accord. Et parlons justement des actes. Monsieur le ministre, le ministre du Commerce est là, donc on profite pour découvrir un peu plus cette mesure sur les transferts monétaires. Alors, comment cela se passe? Parce que déjà, en début de semaine, on aurait appris, selon les informations qui circulent sur les réseaux sociaux, que le dispositif n'est pas au point, les gens, quand ils essayent, ça ne marche pas. Alors, monsieur le ministre, qu'en est-il concrètement? Je crois que vous parlez de Novici. Oui. Vous savez, pour venir à bout de cette maladie, il nous faut deux choses, sinon trois: la mobilisation, la solidarité et la discipline. Et certains veulent savoir pourquoi Novici. Novici, c'est la solidarité, tout simplement. Nous voulons être ensemble pour endiguer le mal. Donc, Novici se porte très bien. Il s'agit d'un programme de transfert monétaire, très sécurisé d'ailleurs, qui donne l'occasion au gouvernement d'aller au secours des plus vulnérables, des plus démunis. Alors, le système est en marche et permet aujourd'hui, je peux vous donner des statistiques, déjà 43 070 personnes se sont fait enregistrer et sur ces 43 000, 32 711 ont pu bénéficier donc de cette assistance du gouvernement. Alors, je voudrais parler un peu de Novici. Novici, comme je l'ai déjà dit, c'est un programme de transfert monétaire. Et donc qui fonctionne sur le digital et qui utilise une base de données. Au niveau du gouvernement, nous avons regardé à l'existant en termes de base de données et la base de données utilisée actuellement est le fichier électoral qui nous permet d'avoir 3 503 600 dans cette base-là comparé à la base de données que nous offre disons, la carte d'identité nationale, 1,2 million. Vous voyez? Donc, cette base-là nous permet d'aller vers les plus démunis. Alors, il y a une exclusion, tout naturellement. Les fonctionnaires ne sont pas concernés. Moi qui suis ministre, je ne suis pas concerné. Ceux qui sont affiliés à la Caisse de retraite du Togo ne sont pas non plus concernés. Et de même que ceux qui sont affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Alors, le système, il est très intelligent, vous voyez. Lorsque vous composez l'étoile 855
dièse et que vous envoyez dans le système fait ce qu'on appelle une pré-recevabilité. Est-ce que vous êtes éligible? Il est très intelligent, il fait ce travail-là et vous renvoie un message. Et donc c'est sur la base de ce message-là que vous continuez pour pouvoir bénéficier ou non de cet accompagnement. Hein. Alors, disons que les femmes aujourd'hui qui sont dans l'informel, vous voyez, la revendeuse de bouillie au bord de la route, le petit mécanicien, etc., les émigrants, tout à fait, tous ceux-là qui vivent au quotidien, vous voyez, ce qu'ils font par jour, ils vivent de cela. Donc, toutes ces personnes-là sont répertoriées dans cette base-là. Et donc, comme je le disais, les femmes ont 12 250 francs chaque mois, les hommes 10 500 francs chaque mois. Vous voyez qu'on s'occupe mieux des femmes. Et donc, les émigrants, de façon spéciale, je dis de façon spéciale parce que eux, si ils observent l'arrêt total de ce métier, il faut qu'ils vivent. Donc, ils ont droit à 20 000 francs chaque mois. Mais la sagesse a prévalu dans l'envoi de ces fonds-là. Hein? Alors, c'est par décade. Chaque 15 jours, vous avez la moitié. Et donc, l'autre moitié vous est versée dans la seconde quinzaine. Voilà comment ça fonctionne. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons, je vais vous donner les chiffres exacts. Hein. Au jour d'aujourd'hui, nous avons 43 070 qui se sont fait enregistrer. Et sur ces 43 000, 32 711 ont pu bénéficier. Et répartis à 15 262 pour les femmes et puis 17 449 pour les hommes. Pour un montant global décaissé par l'État de 185 315 375 francs. Déjà, voilà des sous qui sont partis pour soutenir nos frères et sœurs les plus vulnérables et dont l'impact de la mise en œuvre des mesures édictées par le gouvernement, cet impact-là est évident. Voilà donc ce que je voudrais dire. C'est vrai que, comme tout système, au début, il se peut qu'il y ait des problèmes. Nous l'avons toujours dit. Lorsque vous comparez le premier vélo du début au dernier vélo que nous avons aujourd'hui, il y a quand même une évolution. Le premier avion a peut-être écrasé son fabricant, mais aujourd'hui, il y a quand même une sécurité qui s'offre. Hein, lorsque vous prenez les avions de dernière génération. Donc, notre produit, il est conçu, il est robuste, mais le gouvernement reste ouvert pour aller à une certaine perfection. Rien n'est perfectible, humainement parlant. Donc, il se peut qu'il y ait des problèmes. Il y en a qui envoient et qui ont des difficultés parce que ça ne passe pas. Nous avons un call center qui peut les recevoir, discuter avec eux. S'ils sont éligibles, on verra. Le système, il est très tracé et sécurisé. Il faudrait quand même qu'on donne cette précision-là. D'accord. Monsieur le ministre, quand vous parlez de la sécurité justement du système, cette semaine, on a appris des réseaux sociaux toujours que certains auraient pris les numéros de cartes d'électeurs d'autres personnes pour pouvoir faire la transaction et du coup, les vrais propriétaires ne sont pas rentrés en possession de leurs fonds. Bon, il ne s'agit pas seulement d'avoir le numéro de sa carte. Il y a des malins. Vous savez, c'est un système informatique. On ne l'a pas créé au pif un matin. Non, on a réfléchi. Le gouvernement a réfléchi avec les techniciens pour mettre en place un système sécurisé. Il y a des éléments, lorsque vous entrez dans le système, il y a des informations qu'on vous demande. Hein? Donc vous devez disposer de toute la carte. Pour pouvoir renseigner, par exemple, la carte vous demandera le nom de votre maman, pas seulement votre nom, le nom de votre maman. Vous introduisez, et si il n'y a pas concordance, eh bien c'est rejeté. Ceux-là qui se sont fait enregistrer et qui n'ont pas pu bénéficier de cette assistance du gouvernement, certainement qu'on les retrouve dans ce cas. Nous-mêmes, en tant que membres du gouvernement, nous avons essayé. Pour voir. Oui, alors j'ai essayé, le retour que j'ai, je ne suis pas éligible.
Il faut être éligible, vous voyez. Et je voudrais préciser également que c'est un projet que nous lançons sur le Grand Lomé et ses environs. Dans un premier temps pour voir ce que ça donne et l'étendre aux besoins. Donc ce système, il est bon, mais il est perfectible. Nous en sommes conscients. D'accord. Alors, professeur Dorkinou, je reviens à vous. Nous avons écouté les mesures prises et tout. Moi je reviens une fois encore sur le fonctionnement des laboratoires. Et dites-nous, madame, quel est l'état d'esprit de vos collègues, on va dire? Est-ce qu'on craint quand on va faire les prélèvements? Est-ce qu'il y a la sérénité? Comment vous vivez au quotidien? Je peux dire que c'est notre travail de tous les jours. C'est vrai qu'il y a l'aspect hautement pathogène de ce virus-là. Mais dans notre formation de base et de nos collaborateurs qui vont sur le terrain pour faire les prélèvements, nous avons été formés. Puisqu'il y a eu dans le temps l'épidémie à Ebola, la maladie à virus Ebola, qui avait permis de pouvoir former les gens à ce type de prélèvement. Et donc, du coup, ce sont des expériences que nous avons capitalisées et qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir aller vers ces personnes et de prélever. De quoi nous avons besoin? C'est souvent les EPI, les équipements de protection individuelle, cette combinaison que vous voyez pour qu'on se sécurise. Le triple emballage, le matériel ou l'enveloppe dans lequel on doit mettre le prélèvement et l'acheminer vers l'Institut national d'hygiène. Donc, au niveau du laboratoire, on n'a pas de grandes inquiétudes. Dans la mesure où on nous donne ces éléments-là, nous pouvons travailler tranquillement. Notre souci aujourd'hui, c'est de voir dans quelle mesure, quand on trouve un cas alerte probable à Dapaon, on ne puisse pas traverser tout le Togo et amener à l'INH. Il faut qu'on fasse tout pour que les plateformes que nous avons sur toute l'étendue du territoire, aussi bien à Dapaon, à Kara, puissent être, comme le colonel l'a dit, mutualisées et rapidement, ce qui manque, qu'on puisse les disposer et qu'on puisse offrir la confirmation et permettre ainsi au système sanitaire de garder les malades dans les régions et éviter le risque qu'on puisse les amener jusqu'à Lomé et contaminer les gens sur le chemin. Donc, à notre niveau, nous nous demandons que le matériel pour pouvoir travailler. D'accord. Et je suis sûre que la demande est tombée dans de bonnes oreilles, on va dire. Alors, professeur Kokou, avant de revenir sur, disons, la commission qui a été mise en place au niveau de l'université, alors dites-nous, au niveau de l'université, c'est vrai qu'elle a fermé ses portes, mais comment vivez-vous cette situation, vous en tant que corps enseignant, enfin, membre de, disons, de la direction, on va dire, de l'université, comment vous vivez cette situation-là? Merci, Madame Anita. Bonsoir, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Merci de m'avoir donné la parole. C'est vrai que nous sommes des formateurs et des chercheurs, enseignants-chercheurs, comme on nous appelle. Donc, c'est une situation très préoccupante. Et quand on parle de confinement au Togo, nous étions les premiers à l'université de Lomé à réfléchir que nous avons au sein de l'université plus de 50 000 étudiants et il fallait réfléchir sur comment on gère les 50 000 étudiants. Donc après discussion dans une première réunion, nous avions pensé qu'il faut respecter les mesures prises par le gouvernement. Et donc nous sommes aujourd'hui très préoccupés, on réfléchit sur comment valider l'année aux étudiants. Et donc, les idées vont dans le sens de la mise en ligne des cours pour que les étudiants étant à la maison continuent d'étudier. Donc, c'est tout simplement pour vous dire que nous sommes très préoccupés. On y réfléchit tout le temps. Faire fonctionner l'État, faire fonctionner les étudiants, faire fonctionner l'université sans être coupés du reste du monde. Voilà un peu nos préoccupations et nous y pensons tous les jours. D'accord. Alors justement, parlant de, disons, de ce soutien-là de l'université à cette cause commune, eh bien, le président de l'université a convoqué une sorte de réunion avec tous ces enseignants, chercheurs, histoire de voir comment le Temple du Savoir pourrait apporter son soutien, apporter sa contribution à la lutte contre cette pandémie. Nous revenons une fois encore sur cette rencontre à l'université de Lomé entre le président de l'université et les enseignants-chercheurs. Dans ce reportage signé Lucassi, nous suivons le dossier et nous revenons sur ce plateau.
À une vitesse effrénée, le Covid-19 continue de décimer les populations dans le monde. La guerre sanitaire déclarée par le coronavirus est sans pourtour. Enseignants-chercheurs de l'Université de Lomé, issus de toutes les disciplines et professionnels de la pharmacopée africaine, réunis au sein d'un comité ad hoc, se préparent à la riposte. L'Université de Lomé veut jouer sa partition. Et cela passe par des actes concrets. Dès l'entame de cette pandémie, quand les autorités universitaires ont remarqué qu'il y avait une flambée de prix sur le marché des gels hydroalcooliques et des solutions hydroalcooliques, les autorités universitaires ont demandé à la filière pharmacie de la Faculté des sciences de la santé d'aider. Et c'est pour cela que la filière pharmacie de la Faculté des sciences de la santé a essayé de mettre sur pied des solutions hydroalcooliques. Ces solutions hydroalcooliques sont vendues très moins cher, à 3 000 francs le litre, histoire de pouvoir baisser la flambée des prix sur le marché. Et cela également contribue à la lutte contre la propagation de ce virus. C'est d'abord 100 millions qui avaient été mis à la disposition des structures de recherche universitaires par rapport à un fonds compétitif. Et aujourd'hui, dans l'urgence, 40 millions sont déboursés pour qu'on puisse, justement, dans le cadre de ce comité de riposte au Covid-19, mais dans le cadre de l'université, pour qu'ils puissent commencer à travailler, ne serait-ce que faire des essais par rapport à la population, ne serait-ce que tester des recettes et des molécules venant aussi de nos praticiens traditionnels, il faut les moyens. Donc, ce fonds compétitif, une partie va être repris pour pouvoir aller dans le sens de ces recherches-là, de ces recherches collégiales en fait. Le comité ad hoc de riposte au Covid-19 de l'Université de Lomé regroupe donc la crème des chercheurs du pays. Au regard de l'urgence, toutes les compétences sont requises. Les spécialistes de la médecine traditionnelle sont aussi prêts à apporter de l'eau au moulin. Nous allons travailler pour apporter des vraies informations concernant la gestion et en passant par l'axe préventif, en passant par l'axe aussi thérapeutique. Mais il y a aussi des mesures diétético-hygiéniques à prendre, qui sont des mesures personnelles aussi. Nous allons apporter toutes ces informations à l'endroit des autorités. Je crois que les autorités vont transmettre à la population togolaise. Il ne faut pas quand même ignorer les mesures déjà mises en place par le gouvernement. En médecine traditionnelle actuellement, nous ne disposons de rien de thérapeutique que nous pouvons administrer à un malade de Covid-19. Mais nous sommes à l'heure de collaboration. Nous avons besoin d'apprendre la référence, de référer les malades vers les centres les plus dédiés, c'est-à-dire celles que l'État a mis en place pour recevoir ce type de malades. Si quelqu'un estime qu'il a quelque chose, il faut qu'il le démontre auprès des scientifiques d'abord, que ça soit validé avant d'être utilisé. L'Université de Lomé voit en cette crise sanitaire une opportunité de mettre en lumière son utilité sociale. Ce, en proposant des solutions les plus en vue et adaptées à la menace de l'heure, le coronavirus. La situation épidémiologique du pays appelle à des actions urgentes. C'est des cas provenant d'horizons divers, de toutes les couches socio-professionnelles qui arrivent. Ça veut dire que Covid-19 touche tout le monde, ne fait pas d'exception, et c'est donc le problème de tous. Nous avons des phytothérapeutes dans la salle, nous avons des pharmacologues dans la salle qui ont déjà des produits tout prêts. Donc notre idée, c'est de commencer par tester ces produits-là. D'abord au laboratoire, nous avons le laboratoire de CERSA, qui est un laboratoire accrédité. Nous avons le laboratoire Lavicoda de l'ESTEBA, qui est un laboratoire accrédité. Nous avons des compétences capables de tester le virus. Nous avons notre collègue, le professeur Iou, qui est au front, qui a déjà isolé ce virus-là. Et donc, on pourra aller prendre ces échantillons et commencer par les tester dans ces différents laboratoires. Donc, d'ici vendredi, nous aurons les premiers résultats. Est-ce que les recettes que nous avons peuvent être capables d'agir ou bien de diminuer la capacité de nuisance de ce virus. Malgré ces actions en vue, la meilleure solution pour limiter et contenir la propagation du Covid-19 reste la prévention. Il est donc opportun d'observer les mesures barrières recommandées pour sauver des vies. Et nous sommes de retour sur ce plateau. Alors, professeur Kokou, nous vous avons écouté tout à l'heure nous dire que d'ici vendredi, c'était la semaine dernière, que vous aurez les résultats. Alors, où en sont ces résultats-là?
Bien, encore merci, Madame Anita, de me donner encore une fois la parole. Je voudrais tout d'abord, sous le contrôle du professeur Djibril, dire que dès les premières heures de cette maladie au Togo, les universitaires étaient au front. La preuve, il peut témoigner que nous sommes très nombreux dans le comité national, les universitaires. Je voudrais également préciser que nous sommes encore tout au front. Et tous les médecins qui sont aujourd'hui en train de combattre cette maladie et qui sont au quotidien en contact avec les malades sont pour la plupart des universitaires. Et l'élément qui vient de passer, et notamment la mise en place de cette commission ad hoc de riposte au Covid-19, mise en place le 30 mars dernier, était l'occasion de dire au peuple togolais que les universitaires sont prêts à travailler avec le comité national. Et cette commission est en fait ce que nous appelons le conseil scientifique qui doit être en permanence à côté du comité national pour des conseils scientifiques. Alors, je peux vous dire et vous rassurer que, c'est vrai, vous venez de le dire, il y a quelques jours, j'avais dit que, voilà, nous aurons les premiers résultats. Et donc, si vous me donnez quelques minutes, de 3 à 5 minutes, je vous dirai un peu là où on en est. Allez-y. Et à chaque fois, je vous dirai les détails qu'on pourrait apporter. Je vais rester très général pour ne pas prendre trop de temps. Alors, je crois qu'on dit chez nous, quand vous ne savez pas courir, il faut savoir se cacher. Et donc, je reviens sur quelque chose que le professeur Dokeno a dit tout à l'heure, la prévention. La prévention et encore la prévention. Nous, peuple africain, nous n'avons pas les moyens de faire un certain nombre de choses qu'on peut faire. Mais tout ce qu'on peut faire et mieux réussir, c'est la prévention. Et c'est pour ça que je reviens tous ceux qui étaient sur ce plateau. Le ministre l'avait dit, il faut prévenir. Et ça vaut mieux que guérir. Alors, pour ce qui concerne la prévention, nous voulons déjà, aux côtés du comité national, renforcer la sensibilisation. Et pour cela, il n'y a pas que les enseignants-chercheurs qui travaillent, mais nous avons aussi les étudiants qui sont prêts à nous appuyer. Donc, ils sont prêts aujourd'hui, une fois qu'on leur donne le feu vert, de sillonner avec quand même une certaine autorisation pour sillonner le pays et renforcer les mesures barrières, les mesures décidées par le gouvernement. Alors, nous avons également tout ce qui concerne l'utilisation du gel. J'ai entendu des polémiques autour du gel, mais j'avoue que les médecins sont là, ils peuvent vous témoigner. Ça fait très longtemps que cette substance est rentrée dans nos mœurs pour les premiers soins ou bien les premières préventions. Toujours utiliser ce gel-là. Et donc, l'université de Lomé aujourd'hui, à travers la faculté des sciences de santé, est en train de produire ce gel. Du gel hydroalcoolique. Désolé, ce n'est pas effectivement le gel, mais c'est la solution hydroalcoolique parce que l'épaississant qui permet de fabriquer le gel fait défaut aujourd'hui sur le territoire national. Parce que c'est le Ghana qui nous fournissait. Donc, Covid est passé par là. Nous n'avons plus ce gel. Mais les collègues fabriquent une solution hydroalcoolique qui est de très bonne qualité et qui est mieux d'ailleurs par rapport au gel que nous utilisons. Donc c'est accessible, nous sommes en train de faire des efforts pour rendre accessible ce produit. Tout le territoire va être couvert, approvisionné dans les jours à venir. Nous travaillons avec l'équipe qui fabrique cette substance-là. Ils arrivent jusqu'à fabriquer jusqu'à 2000 litres par jour. Donc, ce qui suppose que nous pouvons couvrir le territoire national. Alors, le ministre en charge du commerce l'a dit tout à l'heure, le masque devient aussi un matériel qu'il faut promouvoir. Alors, nous n'avons pas une économie qui peut soutenir cette crise pendant longtemps. Donc, il va arriver un moment où les gens seraient obligés de sortir. Et pour sortir, il faut prendre les dispositions, les précautions. Et donc, les masques vont devenir un outil de travail, un outil qui nous permet de circuler facilement. Et donc,
La faculté des sciences de santé est en train aujourd'hui de fabriquer également des masques de très bonne qualité, de standard international. J'y étais au front, j'ai regardé, j'ai vu. Et ce matin, nous avions envoyé un collègue expert qui a regardé et a qualifié les 3 types de masques qui sont en fabrication. Donc ce produit également, nous allons faire véhiculer ce produit sur tout le territoire national, toujours avec les étudiants, au même moment que les étudiants sensibilisent les populations sur les mesures barrières. On pourrait également proposer les gels à un prix vraiment abordable et proposer également justement ces masques-là. Alors, nous avons également pensé aux médecins qui sont au front. Et c'est toujours les jeunes étudiants de la faculté de sciences de santé qui sont aujourd'hui en train de fabriquer des combinaisons pour justement les médecins, pour avoir accès aux malades. Parce que ces combinaisons, on n'en avait pas assez. Et là, aujourd'hui, les étudiants nous ont proposé hier un prototype qui est vraiment accessible. Alors, travaillant également, nous l'avons dit tantôt que c'est la commission de l'université, mais en fait, c'est une commission que je vais qualifier plutôt de commission nationale qui appuie le comité national Covid-19. Tout simplement parce que nous travaillons en collaboration avec des laboratoires qui ne sont pas des universitaires. Nous travaillons avec des centres de recherche qui ne sont pas des centres qui appartiennent à l'université. Donc, c'est... Disons que c'est une synergie d'action. C'est une synergie d'action. Et donc, travaillant avec les tradithérapeutes aujourd'hui, d'ailleurs, je vais solliciter encore dans les jours à venir votre plateau pour que ces tradithérapeutes ou bien les praticiens de la médecine traditionnelle puissent venir ici informer la population sur les plantes ou les aliments, je vais dire plutôt les aliments qu'on peut consommer en ces temps-ci pour augmenter notre immunité. Nous avons cette chance-là en Afrique. Je continue de le croire. Les médecins me diront le contraire, mais nous avons une certaine résilience. Je crois en cela. Ils me diront le contraire. Mais il faut renforcer cette résilience-là par des aliments que nous consommons, tous les jours qu'on trouve dans nos cuisines, qu'on peut acheter facilement dans le commerce. Et en même temps, informer les populations sur des aliments que nous pouvons consommer qui peuvent entraîner la faiblesse de notre immunité. Voilà. Et donc ça, très prochainement, les deux extrêmes. Donc très prochainement, nous allons solliciter avec, bien sûr... le concours de la commission du comité national. Justement, de nous autoriser à venir donner cette information-là avec les tradithérapeutes, nos pharmaciens, donner ces informations-là à la population togolaise. Ça, c'est le premier volet, ou bien le premier axe sur lequel nous travaillons. Un deuxième axe sur lequel nous travaillons, c'est la prise en charge psychologique de la population togolaise. Covid-19 est arrivé. Le ministre, le professeur Djibril nous a donné tout à l'heure les statistiques. On parle de 73 cas, c'est ça? 76 cas. Mais ce ne sont pas 76 personnes malades dans notre pays, c'est nous tous, nous sommes tous malades. Tout le monde est malade. Si vous êtes quelque part aujourd'hui et quelqu'un tousse pour une première fois, vous levez la tête, vous regardez cette personne. Mais quand la personne tousse deuxième fois, tout le monde commence par se lever et on laisse cette personne seule là-bas. Ça veut dire que nous, psychologiquement, nous sommes tous malades. Et il faudrait que les psychologues nous assistent. Les médecins qui sont au front, qui travaillent, qui sont en contact avec les malades, il faudrait qu'on les assiste. Les malades même, il faudrait qu'on les assiste. Les familles des malades, il faudrait qu'on les assiste. Donc, nous avons des équipes à l'Université de Lomé, nous avons des équipes dans les centres de recherche, nous avons des équipes à l'Université de Kara qui sont aujourd'hui capables, toujours avec la permission d'utiliser votre plateau, pour assister la population sur tous ces faits-là. Alors, le troisième axe sur lequel l'université ou bien la commission travaille, c'est les actions économiques, sociologiques ou bien sociales et juridiques que le gouvernement prend. Le ministre l'a dit tout à l'heure sur Novici. C'est des actions que le gouvernement prend. Il va falloir voir quel est l'impact économique de cette action-là. Sur les ménages d'abord, mais également sur l'économie publique, sur l'économie de l'État togolais. Il faudrait également, le professeur Dokenou l'a dit aujourd'hui, c'est
la capacité de dépistage. C'est vrai, nous avons parlé de 76 cas, il se pourrait qu'on a plus. Oui. Des gens qui se baladent dans la nature. Et sur ceux, qui ne font pas encore la maladie, mais qui vont partager cette maladie-là. Et donc, ce que nous pensons également aujourd'hui, c'est déjà acquis avec les centres avec lesquels nous travaillons, c'est la mise en place d'un dépistage en masse. Il ne s'agit pas forcément d'avoir des outils pour le faire, mais c'est à partir d'une application téléphonique, un certain nombre de questions que vous répondez, et quand vous répondez, on vous situe là où vous êtes, et votre niveau de vulnérabilité. Et nous allons associer à cette application également un certain nombre de critères, par exemple le poids de la personne qui parle, et les maladies, les pathogènes ou bien son état. S'il est diabétique, s'il est obèse, s'il est asthmatique. Voilà. Dès qu'on a ces informations, on localise la personne et nous pouvons aujourd'hui élaborer une carte de progression de la maladie, mais également une carte de vulnérabilité de la maladie. Ça nous permet d'anticiper sur les mesures. D'accord. Voilà. Professeur Kokou, on vous a écouté. Mais si vous voulez, je peux finir plus tard. Très rapidement, d'autres aspects, très rapidement. Alors, d'autres aspects, rapidement également, c'est les aspects juridiques. L'État prend des dispositions aujourd'hui, notamment le confinement, et également la question des émigrants. Et il faut nos collègues de juristes pour analyser les dispositions que l'État prend. Mais également, il y a un aspect qui viendra plus tard, c'est l'emploi. Aujourd'hui, les gens ayant peur ont décidé de rester à la maison et ne pas aller au boulot. Demain, comment l'employeur va réagir, il faudrait nos collègues juristes. Mais un aspect qui intéresse, que je ne vais pas rater, de vous dire, c'est tout ce que le peuple togolais attend aujourd'hui. Est-ce que l'université ou les chercheurs togolais sont capables de proposer un médicament? Un médicament, oui. Voilà. Ça, ce point, il ne faut pas... Le remède miracle, on l'attend des universitaires. Nous parlons du corps humain. Dès les premières heures, nos chercheurs de l'université avaient des produits qui peuvent nettement baisser la charge virale. Mais il ne s'agit pas de prendre n'importe quoi et aller mettre ou bien aller donner à n'importe qui. Il faut faire très attention. Le corps humain est très complexe. Les médecins sont avec nous. Le professeur Djibril est là. Le professeur Dokenou est là. Et donc, ce que nous avions fait, c'est que nous réceptionnons en ce moment les formulations, les recettes. Et je profite de ce plateau pour remercier tous les tradithérapeutes, tous les praticiens de la médecine traditionnelle qui volontairement ont répondu à nos appels. Donc, nous avons aujourd'hui au laboratoire de microbiologie et nous continuons de réceptionner les produits encore, un certain nombre de formulations disponibles que nous allons tester. Et les tests sont en cours. Il faut faire le test de pharmacologie, il faut faire le test de toxicité avant de penser à faire des essais cliniques. Et avant de trouver maintenant le remède. Je préfère plutôt cette démarche que de commencer par crier sur le plateau que non, demain nous allons... C'est logique. C'est logique. Il faut travailler avec la prudence. Voilà, je vous rappelle l'histoire d'Avi Pirine, c'est ça? Oui, je vous rappelle cette histoire où tout de suite on nous a dit... On nous a dit que c'est le remède miracle. C'est le remède miracle. Le Burkina Faso a commencé les tests, mais c'est le même Burkina Faso qui a sorti un communiqué pour dire qu'on interdit ce produit-là. Donc je préfère, soyons patients. Lentement mais sûrement. Sûrement. Un dernier point que je voudrais rapidement dire, Madame Anita, c'est la coopération, la régionalité et la coopération internationale. Nous y travaillons et c'est très important. Il faut qu'on reste au Togo, enclavé, mais c'est de voir également ce qui se fait dans les pays voisins. Donc nous sommes en contact avec les chercheurs ou bien les commissions sœurs, qui sont au Sénégal, au Burkina Faso, au Bénin et en Côte d'Ivoire. Nous travaillons surtout avec ces pays-là pour voir comment évolue la maladie chez eux, qu'est-ce que vous utilisez. Voilà ce que nous faisons chez nous. Voilà. Comment nous pouvons mettre nos efforts ensemble pour combattre. Et je voudrais ici saluer les initiatives prises également par les organisations sous-régionales, notamment la CEDEAO, qui a envoyé un formulaire à remplir pour clairement dire ce que nous faisons dans notre pays et voir dans quelle mesure elle peut nous appuyer. Voilà. Et nous avons également l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, également, qui est aux côtés des chercheurs
pour nous appuyer à aller très rapidement. Excusez-moi, je vous ai pris du temps, mais ça vaut la peine de faire savoir. Ne vous inquiétez pas, c'est très intéressant. Mais comme je vous l'avais dit, des équipes, je viendrai ici avec des équipes on reviendra sur ce plateau pour revenir en détail sur chacun de ces aspects. Chacun fait et permettre à la population de comprendre. Merci beaucoup, professeur Kokou, de nous avoir éclairé. Alors, monsieur le ministre, tout à l'heure, professeur Kokou l'a évoqué, je suis sûr que le gouvernement, en prenant cette mesure de novicie, de transfert monétaire, a étudié, les impacts qu'aura, cette mesure-là sur l'économie togolaise. Bien entendu, vous savez, lorsque nous avons, au niveau du gouvernement, évalué le coût de l'opération, c'est des milliards. Donc, tout naturellement, il y a un impact sur la résilience de notre économie. Donc, nous savons, mais c'est un choix du gouvernement de protéger sa population. Et nous pensons que ce sacrifice valait la peine d'être fait. Et parlons toujours... Je voudrais, si vous permettez, je crois que c'est vrai, après avoir suivi la rencontre des universitaires... Alors, vendredi, il y aura un produit, très bien, nous allons... Mais il a dit quelque chose, le professeur a dit quelque chose de très intéressant, vous voyez. Il vaut mieux prévenir. Voilà. Il faut que la population comprenne qu'il faut éviter à tout prix d'avoir ce virus-là. Et les gestes barrières qui sont édictés, je crois qu'on n'a vraiment pas, de grâce, besoin de bâton derrière. Non. Je sors, je mets mon masque de protection. Nous en portons tous ici. C'est vraiment important. Ça va nous coincer quelques mois. Il vaut mieux se donner cette peine pendant 2 mois et continuer de vivre. C'est vrai, il y aura l'impact. Mais ce à quoi pense le gouvernement, c'est d'abord sa population, parce que c'est le bras du développement, de la relance économique. Ouais, donc c'est vraiment important. Même s'il y a ces efforts qui se font pour qu'on arrive à trouver un produit qui puisse guérir le mal, il faut éviter d'avoir le mal. Il faut l'éviter. Il faut vraiment l'éviter. Se laver les mains régulièrement. Moi, j'en fais, disons, chaque fois que je vais je lave mes mains pour éviter ce mal-là. C'est vraiment important. Merci beaucoup, monsieur le ministre, pour le conseil. Oui, mon colonel. Je voulais intervenir sur ce que le professeur Kokou vient de dire. Oui. D'abord, remercier l'Université de Lomé pour tout ce qu'elle fait, parce que l'Université de Lomé s'est investie dans tout. Ce qu'il a dit, je suis ça de près, et l'Université de Lomé est à tous les niveaux de la prise en charge dans cette pandémie. Oui. Il a dit quelque chose aussi qui est intéressant que l'Université de Lomé fait. En fait, c'est sur ça que le chef de l'État a pris son temps pour faire des concertations. Quand on prend un individu qui a un problème au niveau du cœur, on ne soigne pas seulement le cœur, on soigne l'individu. L'individu, il est composé de plusieurs entités. Et c'est exactement ça dans les mesures du chef de l'État. Parce que quand on regarde, le professeur Kokou a parlé de la prise en charge multiforme. Et dans ça, vous voyez que quand on prend le mal, il y a des problèmes au niveau sociétal et social, au niveau économique et au niveau, dans d'autres niveaux. Et c'est pour cela qu'il y a des mesures qui concernent plusieurs ministères qu'il faut mettre en œuvre, parmi lesquels le projet Novicie. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup, mon colonel. Alors, nous avons été rejoints sur ce plateau, vous l'aurez remarqué, par un nouvel invité, en la personne de M. Gomado, M. Kwame Blackmore Gomado, qui est le maire de Golfe 1. C'est vrai que les mesures ont été prises,
les mesures ont été prises pour être respectées par les populations. Alors ce soir, nous allons donner la parole à, disons, un dirigeant, un leader communautaire, quelqu'un qui est proche de la population, qui est la population à la base, de voir un peu ce qui se fait, disons, au niveau des populations. Alors, monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, dites-nous, au niveau de Golfe 1, qu'est-ce qui se fait? D'abord, comment vivent les populations? Comment vivent-elles cette situation-là? Merci, madame Anita. Dans un premier temps, je tiens à vous remercier pour avoir associé les collectivités locales à ce débat à travers ma modeste personne. Je dirais que la vie dans nos communautés, ce n'est plus la vie qu'on connaissait et que tout le monde est maintenant conscient parce que avec cette pandémie, dès que le gouvernement a tracé la piste, je crois qu'au niveau de notre commune, il y a une appropriation, bien sûr, dans toutes les communes du district du Grand Lomé. Et nous avons pris à bras le corps ces mesures et nous avons mis en place un comité de veille et de riposte dont les membres sont la chefferie traditionnelle, les représentants des comités de développement de quartier, la police, la gendarmerie, l'hôpital de Baie également est représenté, la Croix-Rouge également est représentée. Et à travers ce comité de veille et de riposte, il y a dans les quartiers des points focaux. Des points focaux qui sont composés du chef du quartier et du président du CDQ. Ceci pour nous relayer tous les manquements vis-à-vis des mesures que l'État a prises. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'on a un manquement, on nous signale et l'équipe de la mairie agit, va vers la population et nous commençons toujours à renforcer la sensibilisation. Mais quand, par exemple, il y a des résistances, on utilise la force j'ai oublié le nom, la force de police et de force pour quand même dissuader ces manquements-là pour éviter les maladies. Mais il faut reconnaître qu'il y a les chefs de quartier jouent leur rôle. À chaque fois, ils ont mis une équipe qui peut sillonner leur quartier et parler aux populations locales. Mais vous êtes à savoir également que dans notre commune, il y a les marchés. Et au total, nous avons 11, à part les marchés que dirigent les PAM. Mais il existe également certains marchés. Et nous avons, au niveau de notre commune, sillonné tous ces marchés-là pour sensibiliser nos mamans qui animent la vie de ces marchés. Et nous sommes encore allés encore plus loin pour mettre à leur disposition des bavettes ou bien des cache-nez. Et on a commandé au niveau de notre commune 10 000 et nous avons sillonné tous ces marchés-là pour les sensibiliser, pour les remettre et autres là. Et nous avons réorganisé les entrées et les sorties de ces marchés. Mais il faut reconnaître que ce n'est pas facile. L'homme, bon, tel que on le connaît, ce n'est pas facile, mais quand même, nous redoublons d'efforts. Mais nous avons dit que bon, il faut laver chaque fois. Mais quand même, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a également ce dispositif de lave-mains que nous avons mis à la disposition de ces marchés et également au niveau de la Maison Royale, puisque la Maison Royale aussi, vraiment, il est sollicité. Il y a toujours des va-et-vient. Mais je dirais que au niveau de la commune du Golfe 1, si nous prenons le noyau ancien de Baie,
c'est un village dans la ville. Oui. Ce qui veut dire, si on ne fait pas attention, ce milieu va être l'épicentre de la maladie dans notre zone. Donc, nous veillons vraiment à ce que le message passe. Le message passe. Nous veillons à ce que le message passe et nous n'arrêtons pas à dissuader tous les regroupements et autres qui peuvent remettre en cause les mesures prises par le gouvernement. Nous allons aussi vers les ghettos, c'est-à-dire dans notre zone, il y a les points de vente de drogue. C'est le moment aussi de parler à ce groupe cible, de prendre conscience de la gravité de la situation. C'est ça, de cette maladie et de prendre toutes les mesures. Ce n'est pas l'occasion pour nous de... nous avons un plan pour lutter contre ça et c'est-à-dire détruire ces lieux dans notre zone. Mais quand même, en cette période, l'approche, c'est plus la sensibilisation. Sensibiliser pour prendre les mesures et autres. Mais au cas où il y a des manquements, il y a réticence, on va réagir. D'accord. Oui, mon colonel. Donc, je remercie M. le maire pour toutes ces activités qu'il vient de citer. Ces activités, en fait, au niveau, dans le démembrement de la coordination du comité central et de la coordination nationale, il y a des comités préfectoraux dans lesquels se trouvent, dirigés par les préfets, il y a les maires, il y a le commissaire de l'endroit, il y a le représentant des chefs traditionnels, il y a le médecin, le directeur préfectoral de santé, il y a le médecin-chef militaire qui est dans la zone, il y aura la représentante des femmes et le représentant des jeunes. Et maintenant, ce comité préfectoral va actionner, comme le dit le maire, pour aller vers la population et après maintenant faire remonter les problèmes jusqu'à la coordination, comme l'a dit le maire. Là où il y a des problèmes, il reviendra relater ça au niveau du comité préfectoral qui va remonter les problèmes et voir comment la coordination peut résoudre ces problèmes-là. C'est pour ça que je voulais préciser. Voilà un peu le mécanisme. Alors, mais monsieur le maire, parlons justement de l'autre mesure que le ministre nous a expliqué de long en large durant ce débat. Novici, comment les populations de la commune Golfe 1 ont accueilli l'information? Est-ce que aujourd'hui, il y a plusieurs personnes au sein de cette commune qui ont essayé le mécanisme et vous avez eu des retours ou pas? Oui, vous savez, lorsque le gouvernement a émis l'idée des mesures d'accompagnement, c'est vraiment sur toute la bouche. Où sont les mesures d'accompagnement? Lorsque ça a commencé, bon, les gens se sont adonnés, ceux qui sont éligibles, et même le ministre vient de le dire, actuellement les gens ont tenté, et nous avons un retour que, bon, eux, ils ne sont pas, on a pris d'autres mesures pour leur expliquer que vous n'êtes pas éligible, c'est pour cela que vous n'avez pas eu accès à cet appui-là. Et nous avons mis en contribution notre direction des affaires sociales qui est là pour apporter des informations nécessaires parce qu'il y a des gens qui ne savent pas manipuler pour entrer autre là. Donc, ils sont là pour leur montrer comment utiliser l'application pour avoir accès à ces mesures-là. Donc, je voudrais également profiter pour dire que dans toutes les actions que nous faisons, il y a certaines sociétés dans notre commune qui nous appuient. Par exemple, Simtogo, qui nous a appuyé. Bon, ce n'est pas que je suis en train de faire de la publicité, mais par exemple, qui nous a mis à notre disposition des prospectus lorsque nous allons vers la population pour la sensibilisation. Sensibiliser. Pourquoi ne pas ramener le Covid-19 à la maison? Tout ça là, on utilise ces prospectus là pour
les sensibiliser et autres là. Et également, bon, ils ont mis à la disposition de la commune des bavettes pour les agents de la municipalité et également des gels. Et même, il y a dépêché une équipe au niveau de la commune pour voir comment... bon, il y a l'équipe qui travaille, mais ils ont constaté que nous n'avons pas assez de bureaux et autres là. Mais Sim Togo a débloqué 30 millions pour aménager notre mairie annexe pour avoir des locaux et dispatcher les enfants. Donc, c'est ce genre de choses que d'autres entreprises citoyennes peuvent apporter pour appuyer le gouvernement afin qu'on puisse, de façon idoine, lutter contre cette pandémie. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Monsieur le ministre. Madame Anita, je voudrais profiter de ce que venait de dire Monsieur le maire pour dire un sincère merci de la part du gouvernement à tous ceux-là et celles-là qui nous aident, qui aident le gouvernement et qui participent à la lutte, à la riposte contre le Covid-19. Nous apprécions les gestes des uns et des autres, comme il venait de le dire. Sim Togo, d'autres entités également ont pu apporter un appui. En tout cas, nous en appelons également à la bonne volonté de tous, parce que nous devons être ensemble pour pouvoir... C'est une cause commune. Tout à fait, vaincre ce mal-là. Le professeur Djibril, je crois qu'il ne me démentira pas. Je venais de chuchoter à lui que, voilà, il y a un industriel qui voudrait mettre à la disposition de la cellule des bouteilles d'oxygène. Vous savez, ce mal, lorsque vous atteignez un certain état qu'ils appellent état critique, il faut la prise en charge, il faut mettre les respirateurs. En tout cas, il est quand même mieux indiqué pour nous tout à fait pour nous expliquer tout cela. Donc, une fois encore, merci à tous. Une initiative privée tout à fait. Se propose d'apporter cela. Madame Anita, j'aimerais bien aussi ajouter un mot à ce propos. C'est les efforts fournis en ce moment par la présidente de l'Université de Lomé pour mettre la main à la poche et mettre de l'argent à la disposition de la commission qui travaille. Et puis également saluer chaleureusement les universitaires qui spontanément se sont mis à cotiser de l'argent. Oui, ils sont en train de faire une quête en ce moment pour appuyer les actions contre le Covid-19. Je voudrais saluer tout ce monde. Voilà. Et merci beaucoup pour toutes ces initiatives. Et parlons justement des initiatives, des mesures prises. Mon colonel, le gouvernement a parlé également de mettre en place, de mettre à la disposition, disons, de la coordination et des structures sanitaires du matériel. Alors jusqu'à présent, où en est-on? Quels sont les matériels dont nous disposons aujourd'hui? C'est vrai, le président de la République a annoncé certaines mesures et la coordination est en train de mettre en œuvre ces mesures-là actuellement. Et ces mesures sont actuellement là par certains faits. Nous avons reçu depuis quelques jours des équipements et matériels. Même aujourd'hui, nous avons reçu encore des équipements et matériels. Les équipements et matériels que nous avons reçus vont servir pour la partie des soins, pour les malades, mais aussi pour le personnel médical et pour la prévention. Pour le personnel médical, il y a les équipements de protection individuelle. Nous avons reçu 50 000 actuellement sur l'achat du gouvernement que le président de la République a annoncé. C'est arrivé aujourd'hui. Nous avons reçu 2 millions de bavettes. Et nous avons reçu 144 respirateurs. L'autre avion viendra demain pour amener le reste. Nous avons reçu aussi les gants, d'autres équipements qui accompagnent. Mais les équipements phares, c'est la protection du personnel médical, les bavettes, les équipements de protection individuelle, pour les soins
les respirateurs, et le reste va arriver, je pense, demain. Vous comprenez que le chef de l'État a tout fait, et tout le monde a tout fait pour que vraiment nous arrivions à la victoire à la fin. La seule chose, il faut que tout le monde se sente concerné. À la fois pour la prévention dans le respect des mesures, à la fois aussi au niveau des soins, on se serre les mains pour permettre aux malades de s'en sortir, à la fois aussi dans les mesures prises par le gouvernement et le chef de l'État, qu'on veille à l'application, à la mise en œuvre de ces mesures-là. Et ces mesures, nous en avons parlé, nous avons parlé à la fois pour le programme Novici, pour d'autres programmes, et nous félicitons vraiment l'Université de Lomé qui continue par ce travail-là. Et colonel, on espère que d'autres matériels vont arriver pour répondre justement à l'inquiétude du professeur Dorpenou. En fait, son inquiétude est déjà répondue. Parce que les équipements de protection individuelle, nous avons reçu depuis quelques jours ces équipements, et maintenant c'est arrivé, la quantité qui est arrivée, c'est 50 000 équipements de protection individuelle qui viennent d'arriver. Et les bavettes, on en avait assez, et maintenant on a 2 millions qui viennent d'arriver sur les commandes de l'État. Et l'université qui en fabrique aussi. Et, non, je vais en venir à ça. Vous avez dit, l'université en fabrique, et ça sera de qualité. L'université aussi est en train de faire le prototype des équipements de protection individuelle. La solution alcoolique, hydroalcoolique, l'université a fabriqué, et nous en avons utilisé plein. Et ça ne fera que de l'économie pour l'État. Exactement. Au début même, c'est cette fabrication de l'université qui nous a permis de couvrir la plupart de la population. Donc, vous comprenez que l'université a beaucoup travaillé et continue par travailler. Donc, professeur, merci beaucoup. Je voudrais également ajouter que hier, j'ai visité un centre de Lomé, qui, en collaboration avec l'Université de Lomé, a mis au point le premier prototype de respirateur. Mais oui. Mais oui. Voilà. Donc l'information est tombée. Donc vous comprenez que, je vais en finir là-dessus, que pendant les épidémies comme ça, c'est l'urgence. C'est comme la médecine. Quand on veut traiter l'urgence, il faut chercher des solutions rapides. Et c'est là où l'être humain sort au-delà de ses capacités. Et nous appelons tout le monde de sortir au-delà de leurs capacités pour qu'on puisse sortir de cette pandémie. Merci beaucoup, chers invités, d'être passés sur ce plateau. Le temps parti tire à sa fin. Mais avant de nous quitter, nous allons faire le traditionnel tour de table, histoire de recueillir vos mots de fin, vos appels à l'endroit de la population. Alors, Monsieur Goumado, nous allons commencer avec vous. Si vous avez un mot à l'endroit des populations togolaises et des populations de la commune Golfe en particulier. Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je dirais seulement que la lutte contre cette pandémie doit être individuelle avant d'être collective. Donc, il faut que chacun fasse sa contribution. Il faut que les parents jouent leur rôle. Il faut également que les enfants écoutent les conseils des parents par rapport à la lutte contre cette pandémie en mettant en œuvre les mesures barrières que le gouvernement a prises. Mais je vais aussi dire quelque chose, que si dans nos quartiers, il n'y a pas cette responsabilité, nous sommes en mesure de prendre les mesures idoines pour éviter les contaminations dans notre communauté. Merci beaucoup, Monsieur Goumado. Je rappelle donc que vous êtes le maire de Golfe 1. Alors, professeur Kokou, votre mot Mon mot de fin, c'est de dire à la population togolaise que je voudrais les rassurer que le monde scientifique pense à elle et nous sommes prêts à nous battre pour que cette maladie fasse moins de dégâts. Mais je voudrais également dire que cette maladie a montré une voie au peuple togolais et surtout au monde scientifique
en créant un rapprochement, une collaboration entre les différents corps que nous sommes. Aujourd'hui, enseignants-chercheurs, praticiens cliniciens, praticiens de la médecine traditionnelle, nous arrivons à nous asseoir autour de la même table, parler et discuter, voir comment combattre l'ennemi que nous avons tous en face. Ça, c'est du jamais vu. Chacun était dans son coin, croit qu'il est le meilleur dans son coin. Mais aujourd'hui, cette maladie, malheureusement, va tuer des gens. Mais quand même, nous montre la voie à suivre. Cette maladie crée également une collaboration entre le gouvernement et le monde de la recherche. Souvent, on se renvoie les balles. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de discuter, nous sommes autour de la même table pour discuter de comment vaincre l'ennemi commun. Voilà, je voudrais par là finir en remerciant Madame Anita et son équipe. Merci et à dire vous. au peuple togolais que nous pensons à eux. Merci beaucoup, professeur Kokou. Professeur Kokou, qui est donc le président de la commune, la commission ad hoc de riposte au Covid-19. Alors, professeur Dorkenou, de retour sur ce plateau, donc nous allons écouter votre mot à l'endroit des populations togolaises. Merci beaucoup, madame. Là, mon mot de fin, on va dire, le premier, j'en ai deux. Le premier, c'est de dire qu'aujourd'hui, la confirmation se fait dans des centres auxquels l'État a conféré des responsabilités. Il ne faudrait pas se tromper et aller dans n'importe quel centre pour qu'on nous propose des tests qui ne sont pas validés. Voilà. Pour le moment, nous avons un seul centre qui est l'Institut national d'hygiène, bien que nous avons des antennes décentralisées qui font les prélèvements. Quand les autres mesures seront mises en place, la coordination va informer la population pour qu'on puisse se rendre dans cette instance. C'est très important pour qu'on ne nous donne pas des tests qui ne sont pas recommandés par l'État togolais. Voilà. La deuxième chose, le ministre l'a dit, tout le monde l'a dit, c'est nous qui amenons le virus vers l'autre. Le virus ne se déplace pas seul. Et donc, il est important que quand on nous dit, si on n'a pas obligation de sortir, il faut rester chez soi. Et chaque fois que nous nous déplaçons, nous laver les mains parce que même avec le savon et l'eau, nous détruisons la capsule du virus et nous le fragilisons de sorte que nous ne pouvons pas contaminer l'autre. Donc les mesures préventives, les mesures barrières avant tout. Merci beaucoup, professeur Améo Dorkenou Agbeko, qui est biologiste, chef division des laboratoires. Mon colonel, votre mot à l'endroit votre mot de fin. Le mot de fin, d'abord, appeler à la population de savoir que la maladie existe. Que cette maladie est grave parce qu'on peut en mourir. Heureusement, on en guérit plus qu'on en meurt. La seule solution, c'est d'éviter d'avoir cette maladie. C'est pour cela qu'il faut prévenir. Or, pour prévenir, il faut respecter toutes les mesures barrières. Nous appelons tous à respecter les mesures barrières. Merci beaucoup, mon colonel, le colonel Mahama Djibril, coordonnateur national Covid-19, qui est presque tous les vendredis maintenant avec nous sur ce plateau de l'émission Au cœur de la nation. Monsieur le ministre, votre mot de fin. Merci, Madame Anita. Je voudrais tout d'abord saluer cette synergie qui se développe ou qui s'est développée autour du gouvernement sous le leadership du président de la République dans le cadre de cette riposte contre le Covid-19 et demander à la population de continuer à faire confiance au gouvernement qui ne veut que le bien de toute la population, donc les appeler à mettre en œuvre toutes les mesures barrières qui sont édictées. Il vaut mieux ne pas tomber malade que de l'être et de se retrouver à l'hôpital. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Kodjo Adégué, donc ministre du Commerce, de l'Industrie, du Développement, du secteur privé, de la promotion, de la consommation locale. Merci, chers invités, d'être passés sur ce plateau. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. On l'a donc compris, la mobilisation
la solidarité et la discipline sont les maîtres mots qui pourront nous aider à lutter contre le Covid-19 au Togo. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise et l'autre rendez-vous est pris pour vendredi prochain pour un autre thème au cœur de la nation. Bonsoir.